Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores, nouveau numéro du menu crowdfunding alors qu'on approche dangereusement du numéro 200. Faudrait faire un truc un peu spécial. Au numéro 150, on avait fait une intro un petit peu marrante avec l'aide de Nyx et de Xavier. Pour l'instant, j'ai pas encore d'idée pour le 200, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez éventuellement. Dans ce nouveau numéro crowdfunding, celui d'aujourd'hui donc, on va avoir un petit peu de sucre, on va peut-être même friser l'hyperglycémie. Puisque bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, qui tomberaient sur la chaîne aujourd'hui même, le menu crowdfunding c'est toujours décomposé en trois parties, entrée, plat, dessert, par ordre croissant d'intérêt subjectivo-objectif, pour tout ce qui est nouveaux projets en cours de financement participatif de jeux de société. Et donc entrée, plat, dessert, cette semaine il y aura donc 3 desserts, d'où l'hyperglycémie potentielle, et en vrai il y aurait pu y en avoir 4, mais bon, ça aurait été un peu trop long, j'ai pas trop envie de m'apesantir, il y en a deux en réalité qui auraient pu être traités de manière un peu plus rapide parce que c'est des extensions plus réimpressions de jeux précédemment sortis sur Kickstarter ou GameFound, et du coup c'est pas nécessaire de passer autant de temps que ça, mais quand même il y aura de quoi se sustenter un brin dans ce menu crowdfunding, il y aura pour tous les goûts. Du coup sans plus tarder, on est parti avec les entrées de la semaine. La première entrée de la semaine, en fait, c'est 3 entrées en un, puisque vous le voyez, Morito Studio nous propose cette semaine 3 jeux pour une seule et même campagne. On a Sinister Institute, Lords of World et Tropicalia, donc 3 jeux, 80 backers seulement. Je suis un peu surpris que la campagne bide à ce point. Alors pourquoi me direz-vous? Pas parce que Morito Studio c'est un studio à côté duquel on ne peut pas passer, parce que c'est un incontournable du milieu, non. Par contre, en revanche, les auteurs derrière lesquels se trouvent les jeux sont relativement connus. On a quand même Phil Walker Harding qui a créé Sushigo par exemple, ou encore Gizmos. Et on a également Wolfgang Kramer et Michael Kisling, des créateurs comme Wandering Towers, donc les tours ambulantes, Tikal, et d'autres encore, Paris également, qui sont derrière les 3 jeux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc d'abord le premier c'est Sinister Institute, un jeu dans lequel vous allez incarner des apprentis magiciens, un petit peu façon Harry Potter on va dire. C'est pour 2 à 4 joueurs, c'est en coopération, et vous allez devoir lutter contre un grand vilain mage, pas très très gentil, là encore ça peut laisser penser, ça peut rappeler des souvenirs de Harry Potter bien évidemment. Il faudra donc réussir à compléter quelques rituels pour freiner puis complètement annihiler la progression du mage adverse bien évidemment. Ensuite, on a Lords of Worlds qui vous met dans la peau de êtres divins qui vont créer leur planète. Et du coup, c'est du placement de tuiles avec un marché commun. Donc en fait, on va tous partir véritablement, c'est dans le texte, avec nos assistants dans une sorte de supermarché des dieux où on va aller choper des montagnes, des forêts, des morceaux de mer ou que sais-je encore, et on va les placer sur notre planète perso, et on va essayer de faire les planètes les plus cohérentes, les plus jolies possibles pour scorer un maximum de points. Et puis enfin, on a Tropicalia qui est un jeu de placement d'ouvriers, celui-ci compétitif, dans lequel vous allez construire un village sous les tropiques, le tout illustré par Nayad. Ça aussi c'est plutôt agréable à l'œil, et puis avec un système de placement d'ouvriers assez sympa, parce que vous allez placer votre ouvrier sur un des pontons que vous voyez aux extrémités du plateau ici, et il va se déplacer sur sa ligne ou sur sa colonne pour choper plus ou moins de ressources. C'est plutôt malin sur le papier, et donc ça c'est une création de Kisling, et j'ai oublié le deuxième déjà, c'est comment qu'il s'appelle? Kisling et Kramer, voilà c'est ça. Donc voilà pour les 3 jeux très brièvement présentés ici. On a Sinister Institute à 35$, même chose pour Lords of Worlds ou Tropicalia, et puis sinon vous pouvez faire des bundles, 90$ pour les 3, ou même prendre des micro-bundles de 2 jeux à 70$. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez pour ces 3 petits jeux, avec des auteurs relativement connus, des illustrateurs assez connus aussi, puisque d'ailleurs j'ai mentionné Nayad, mais il y a aussi Edu Valls qui illustre Sinister Institute, donc ouais, il y a quand même des noms intéressants, et pourtant la campagne bide méchamment. On continue avec un projet du côté de chez Kickstarter cette fois, il s'agit de Marshmallow, petit jeu de mots sur les marshmallows du coup, 157 contributeurs pour un primo-éditeur qui s'appelle For Why Games, un éditeur
américain. Pour l'instant, 157 backers, 6500 € d'engrangés, c'est pas si mal pour un primo-éditeur, qui plus est sur un tout petit jeu de Flip and Write, si mes souvenirs sont bons, qui a de l'allure et une thématique super originale. En fait, vous allez incarner donc des marshmallows, et il y a une secte de marshmallows qui veulent que les marshmallows se crament la tronche, en fait, hein. C'est un suicide collectif. Du coup, le thème est vachement plus sombre qu'on ne pourrait le penser de prime abord. Et du coup, on va essayer de sauver des membres de notre famille qui sont sur le point de rejoindre cette secte et de se faire cramer la tronche, du coup. Et c'est un jeu coopératif, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est ça, un coopératif. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est pour 45 minutes la partie, 13 ans et plus. Et on va avoir des cartes transparentes sur lesquelles se trouvent des polyomino qu'on va pouvoir ensuite dessiner directement sur la map pour essayer de sauver les membres de notre famille, tout en réduisant aussi la puissance du feu, ou maîtrisant en tout cas la puissance d'un feu qui est placé, qui se répand au fur et à mesure, si j'ai bien compris, avec le tout desservi par une DA vraiment très jolie qui fait un peu penser à du, comment ça s'appelle déjà, Cuphead, ce fameux dessin animé, enfin pas dessin animé, jeu vidéo qui était inspiré des dessins animés des années un petit peu 50-60, et du coup là, le jeu a une fort belle allure, les cartes transparentes sont plutôt très cool, le concept du flip and write avec le polyomino, le tout coopératif si mes souvenirs sont bons, est assez malin. Reste qu'il n'y a qu'une seule carte, ça c'est un petit peu dommage, mais chaque partie, les membres de notre famille en fait seront des marshmallows différents. Donc finalement, il y aura quand même pas mal de rejouabilité potentielle. Ça allait être relativement intéressant, donc ouais, à tester un de ces jours. C'est que pour le coup, le jeu a l'air d'être relativement intéressant. Donc ouais, on va faire nos déplacements sur la map, on va ensuite shooter avec des pistolets à eau pour éteindre des feux, pour protéger, pour éloigner, sur des choses là. Et puis voilà, c'est après tout ce que je peux vous dire. Le feu va progressivement prendre en puissance également, donc le danger va également s'accroître. Mais globalement, ouais, je trouve que le jeu semble proposer des choses assez innovantes dans sa catégorie. On a un pledge print and play à 10$ pour ceux que ça pourrait intéresser. Sinon, pour la version physique avec les cartes transparentes, vraiment très très jolies pour le coup, c'est 35$. Donc pour ce petit jeu qu'est Marshmallow. Voilà donc, 160 contributeurs, 6500€ d'engrangés, c'est pas encore financé, on est prêt à 65% de financement, ça devrait pouvoir se faire peut-être d'ici la publication de la vidéo. Lost Games est de retour sur GameFound pour une triple campagne en une, un peu comme la campagne de Morito Studio tout à l'heure. Là aussi, on a 3 jeux à se mettre sous la dent, mais relativement intéressant en plus. Alors, je dis Lost Games, c'est pas le titre de la campagne, hein, c'est vraiment l'éditeur, qui est donc le président, je pense que le président en tout cas, est Carlos Michan, mais l'éditeur c'est Lost Games. Et donc, cette campagne, il nous présente Dreamwood, Medieval Realms The Card Game, et le dernier, donc c'était Wishland The Card Game. Justement, en parlant de Wishland, c'est un peu le jeu qui a fait connaître l'éditeur, un peu sur le devant de la scène, mais il en fait une version jeu de cartes désormais. Et donc sur cette triple campagne, on a en plus de ça une approche relativement sympatoche au niveau des tarifs, en fait, simplement des frais, puisque les 3 jeux en question sont relativement abordables financièrement, hein. Alors, on va pas se fier aux informations qui sont ici, parce que chaque jeu a des configurations un petit peu différentes, des informations un petit peu différentes à prendre en compte, mais c'est généralement du jeu familial, donc 8 ans plus, 10 ans et plus potentiellement, mais des jeux très familiaux. Alors, on commence tout de suite avec Dreamwood. Celui-ci est pour 3 à 6 joueurs, c'est pour 30 minutes la partie. C'est complètement indépendant de la langue que vous parlez, il suffira donc d'une personne pouvant expliquer les règles aux autres pour pouvoir y jouer. Et de toute façon, vous le voyez ici, le français sera disponible en PDF durant cette campagne. Donc ça c'est plutôt cool. 17€ pour un jeu qui vaudra théoriquement le double en boutique, théoriquement. Et donc en fait Dreamwood c'est un concept assez spécial parce que tout simplement on a 5 pistes et on va essayer de progresser le plus possible sur les 5 pour faire des points et c'est tout. Ça a l'air tout con, ça a pas l'air super intéressant comme ça, mais en réalité il y a un mécanisme pas bête, c'est tout bête, hein, vraiment, c'est pas bête et juste après je dis c'est tout bête, vous aurez compris. C'est pas très subtil, c'est pas très complexe, c'est tout bête dans ce sens-là, mais c'est plutôt malin, puisqu'en fait, vous allez avoir votre propre petit plateau ici, qui indiquera sur quelle piste vous souhaitez avancer dans la partie, enfin dans le tour en cours, on va dire.
Et en fait, on va retourner une carte d'événement qui va indiquer l'avancée sur les pistes concernées en fonction de notre position. Et on va tous montrer en fait le nombre de workers, d'ouvriers qu'on souhaitera apposer sur telle ou telle ligne pour essayer d'avoir la majorité face aux autres joueurs et donc avancer sur la piste. Et vous voyez, il y a plein de petits bonus à aller choper de ci de là, en plus bien sûr des points de victoire qu'on va pouvoir engranger au final. On a ensuite Wishland The Card Game, donc là on va créer son parc d'attractions, c'est pour 2 à 5 joueurs, 10 minutes la partie, c'est très très rapide, là encore le français en PDF. Et donc on a encore une très très belle DA, on va donc encore une fois créer ces parcs d'attractions, et cette fois pour ce faire c'est très, très différent de Wishland, le jeu d'origine, hein, puisqu'en fait on va faire des frises de cartes, simplement quand vous posez une nouvelle carte, elle doit nécessairement être plus petite ou plus grande que la plus petite ou la plus grande carte actuellement déjà posée. Et à la fin de la partie, il y aura un scoring qui s'effectuera en fonction de plein de critères tels que du set collection principalement, mais un petit peu aussi de la majorité. Ça a l'air d'être très très simple à prendre en main, ça peut être très fun avec des enfants par exemple, pour ceux qui commencent à voir un petit peu, qui commencent à maîtriser un petit peu plus les chiffres, j'arrive pas à parler, hein, les nombres et les chiffres on va dire, c'est affreux aujourd'hui, j'arrive vraiment pas à parler, et c'est comme ça depuis ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que j'ai un problème au niveau de la cognition, un problème neuronal assez sévère. J'espère que ce n'est qu'aujourd'hui. Si vous ne me voyez pas la semaine prochaine, inquiétez-vous. Bref, Medieval Realms, le troisième et dernier jeu de cette semaine pour Lost Games. C'est 3 à 7 joueurs, 15 minutes la partie. Encore une fois, le français sera disponible. Et donc Medieval Realms, c'est encore moins cher, c'est 9 €. Et donc on va construire son propre royaume médiéval. Et pour ce faire, encore une fois, c'est de la combinaison de cartes. On va simplement jouer une des cartes que l'on a parmi les deux dans notre main. Donc le choix est très simple, bien que parfois cornélien. Et donc ensuite, à partir de là, on va récupérer des cartes sur un marché et on va forcément en jouer une de plus. Donc on en aura joué une de notre main et nécessairement une du marché également. Et si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous ne pouvez pas la poser, et bien vous reprenez une de votre défausse et vous la placez, mais ça vous fera des points négatifs à la fin de la campagne, à la fin de la partie. Mais donc en plus de ça, vous aurez bien sûr tout un tas, encore une fois, de petits mécanismes de scoring de la set collection, de la gestion de ressources, pas de la gestion de ressources, mais de la de l'obtention de ressources qui en aura le plus, etc. De la majorité, donc un petit peu similaire pour le coup à ce que semble proposer Wishland The Card Game pour le coup, mais dans une thématique radicalement différente et quelques petits twists de mécanismes relativement simples. Et puis c'est aussi l'occasion de mettre la main sur Wishland, la big box du jeu qui a fait connaître l'éditeur, dans ce jeu dans lequel vous créez votre propre parc d'attractions. Et donc il y aura à 79 € l'occasion de mettre la main sur la big box, donc jeu de base plus extension. Cette fois-ci on est sur un vrai gros jeu de plateau, c'est pas seulement un jeu de cartes. Voilà donc pour ce qui est des 3 jeux de cette campagne, hein. On a dit donc Medieval Realms, Dreamwood et Wishland. Petite campagne qui se porte plutôt pas trop mal, ça attire moins de gens que le jeu de plateau Wishland parce que ça reste des jeux de cartes, on se demande toujours si c'est aussi intéressant financièrement de prendre des jeux aussi peu chers sur GameFound ou Kickstarter parce que les frais de port vont rendre ça moins intéressant au final. C'est une question qui est légitime. 200 backers, 12 000 € d'engrangés pour l'instant. Actuellement sur Ulule, on a aussi Find It, le nouveau jeu de cartes Cherche et Trouve, avec pour l'instant seulement 9 contributions, 26 jours avant la fin de la campagne. Alors bien sûr, c'est en français, hein, Ulule oblige, et donc Ulule oblige, vous pouvez vous-même consulter la page et vous n'avez pas besoin de moi pour comprendre ce qui est écrit, en fait, simplement c'est du français, que voulez-vous que je vous dise? C'est un jeu avec des cartes, vous devez trouver les intrus, et celui qui obtient le plus de cartes l'emporte, voilà c'est tout net. La question de la rejouabilité par contre se pose un petit peu comme dans tous les jeux avec des cartes et des intrus à trouver, ou du truc de memory, au bout d'un moment, bon c'est toujours le même mécanisme, si on connaît les cartes par cœur, il n'y a plus tellement de parties, en réalité il n'y a plus tellement de jeux derrière. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, bon c'est évidemment plus pour les plus jeunes, hein, ça commence à 3 ans et plus, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, on voit un petit 3+, je pense que c'est un 3 ans et plus, à mon avis, peut-être un truc 2 à 6 joueurs, je sais pas exactement. C'est pas écrit de manière très détaillée, mais je crois que c'était près ça. Voilà donc pour ce qui est de Find It.
Sur Kickstarter, on continue avec Geekman Capture, un jeu très clairement inspiré par les Pokémon. On va avoir des petites bestioles qu'on va pouvoir faire évoluer, on va chercher à les capturer, mais le tout avec un jeu de dextérité. Et oui, j'ai dit le trou au lieu de le tout. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne savais plus parler. C'est affreux. Je me fais honte tout seul, mais j'ai la flemme de faire du montage, de faire des coupes, etc. Donc je laisse comme ça en l'état. Mais j'ai honte quand même. Donc, Geekman Capture, un jeu de dextérité, pour l'instant 350 backers sur le projet, je pense que pas mal d'entre eux sont intéressés par l'aspect très similaire visuellement à certains Pokémon, d'ailleurs c'est voulu, hein. Il y a plein de petites geek references, donc des petites références à la culture geek on va dire, et le jeu est financé, hein, 13 000 € pour l'instant sur 3 400 nécessaires, 27 jours avant la fin de la campagne, le français est disponible durant la campagne, peut-être seulement en PDF, peut-être, c'est pas sûr que la version physique le soit. C'est pour 1 à 6 joueurs, pour 14 ans et plus, et pour 8 minutes par joueur autour de la table, c'est très précis. 8 minutes par joueur autour de la table. Et vous le voyez, on a ici une sorte d'hexagone, avec des cartes qui se disposent autour, ce sont donc des Geekmen, donc des créatures un peu similaires aux Pokémon, et il y a des petits cubes de couleurs. En fait, chacun va avoir la sienne, et chacun à son tour, on va jeter des cubes. Est-ce qu'il y a des trucs plus précis visuellement, des gifs, je sais pas, pour montrer ça de manière plus claire. Voilà, on voit ici. Donc on a des frises de Geekman, donc ce petit monstre. On va lancer nos cubes de notre couleur, et celui qui aura le plus de cubes de couleur sur un seul et même monstre, ben, le capturera. Attention, bien sûr, vous pouvez jouer à la pétanque, puisque vous pouvez, avec vos cubes, dégager les cubes de vos adversaires pour prendre leur place, par exemple. Et même si vous êtes en minorité, si vous réussissez à placer votre cube sur ce petit cercle présent sur toutes les cartes à des positions différentes, et ben c'est une capture instantanée. Donc là, ça demande beaucoup plus de dextérité. Et en plus de ça, il y a même des évolutions, comme dans les Pokémon. Ils vont venir évoluer, remporter encore plus de points. Si vous réussissez à compléter des sets, vous complétez encore plus de façons de scorer. Et il y a aussi des petits effets qui vont s'appliquer en fonction de tel et tel monstre. Sur le principe, ça a l'air d'être très marrant, j'avoue. Le reste que les jeux de dextérité, c'est vraiment pas ma came, mais sur le principe, je trouve ça assez marrant, assez original. Donc vous me direz ce que vous en pensez de ce petit Geekman Capture. Ça coûte 59 $ pour le jeu de base, et je me demande s'il n'y avait pas un autre pledge. Veteran Master Returning Backer, 25 $. C'est peut-être juste pour le Brésil, ça par contre. Oui, c'est ça, c'est uniquement pour les backers brésiliens. Ok. Et sinon, on a un pledge à 170. Qu'est-ce que ça ajoute, ça par contre? Donc, on a Geekman, Star Trainers, leur jeu précédent. Ah oui, d'accord, c'est un truc mécénat où vous avez votre tronche comme entraîneur, comme héros du jeu, on va dire. Ok. Bon, bah c'est après tout pour le coup, pour ce qui est de Geekman Capture, 350 backers, 27 jours avant la fin de la campagne. On revient sur Ulule pour parler très brièvement de Touriste Temporel, 8 contributeurs, 37 jours avant la fin de la campagne qui s'est lancé. C'est affreux, hein. Il y a 3 jours, Touriste Temporel, c'est un jeu pour 4 à 8 joueurs, 6 ans et plus, 15 minutes la partie, et donc vous allez partir en voyage, oui, mais en voyage temporel dans le passé, d'où le petit papillon ici, puisqu'en fait chacun de vos voyages dans le passé va potentiellement provoquer des effets papillons, et donc changer le cours de l'histoire, et bien évidemment c'est pas hyper souhaitable, et donc il y a une sorte de prise de risque à chacun de vos tours. Lorsque vous visitez tel ou tel lieu, il faudra jeter un dé et espérer ne pas dépasser la valeur qui provoquerait l'apparition d'un effet papillon, bien évidemment. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, vous irez checker par vous-même puisque la page est elle-même en français. Voilà pour Touriste Temporel qui pour l'instant galère un petit peu à trouver son public. Et du coup c'est tout pour les entrées de la semaine. On va maintenant passer aux plats principaux en essayant de retrouver un tant soit peu d'élocution parce que aujourd'hui c'est n'importe quoi.
Allez, on attaque les plats principaux de la semaine et le premier fait partie des plus intéressants puisqu'il s'agit bel et bien de Arkan Wars, The Song of Destiny, ou plutôt devrais-je dire le chant du destin, puisque oui, il s'agit bien sûr d'un projet français, puisque Nothing But Games, c'est donc des créateurs français à qui l'on devait déjà Arkan Wars, premier du nom, qui était je crois sur Kickstarter en 2021, si mes souvenirs sont bons, c'était écrit quelque part d'ailleurs. Regardons, c'était voilà, c'est ici 2021 et qui avait été donc livré au backer en 2023, un jeu qui a une très très bonne réputation et qui nous revient avec donc on va dire une saison 1 épisode 2 comme ils le désignent ici eux-mêmes. C'est pour fondamentalement 2 joueurs mais jouable jusqu'à 4 en réalité. Je pense que le jeu brille certainement plus à 2 en 1 contre 1 que véritablement à 4, mais bon, à tester. J'ai pas eu l'occasion de le tester à 3 ou 4, mais je pense que c'est certainement mieux à 2. Pour des parties d'environ 40-45 minutes, 10 ans et plus, donc un jeu relativement accessible en termes de règles, et puis bien évidemment, pour ceux qui l'ignorent, je le répète malgré tout, on a fait une vidéo, Xavier et moi-même, de review concernant donc ce Song of Destiny, on a la boîte encore derrière moi, vous ne la voyez peut-être pas, mais... et du coup, je vous invite plutôt à aller checker la vidéo en question pour savoir un peu ce que j'en pense en réalité. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails concernant les règles, mon avis personnel, etc. Puisque tout ça se retrouve résumé dans notre vidéo de review avec Xavier. Mais bon, sachez juste qu'il s'agit d'un jeu, fondamentalement un jeu de cartes, de placement de cartes en réalité. Vous allez remplacer des miniatures sur une map par des cartes sur une map en réalité. Des cartes de factions. Ici, on voit par exemple 3 factions en présence. On voit les verts, les bleus et les rouges. Il y a des gris par-ci par-là qui sont... Ah, ils sont déjà en partie présents aussi. Ouais. Donc il y a les 4 factions présentes. Mais bon, disons qu'en général, c'est souvent 2 factions, 1 contre 1. Mais ça peut aller jusqu'à 4 factions, un peu chacun pour sa peau. Et donc, on va placer ces cartes et on va donc activer différents types de pouvoirs avec plein de petits mots-clés, plein de synergies à aller imaginer entre les cartes d'une même faction. Et de ce point de vue-là, c'est un jeu vraiment très intéressant. Pour résumer, c'est à peu près ça. Et pour résumer de manière un tout petit peu plus poussée, c'est pas exactement notre genre de jeu à Xavier même. On en a reconnu aisément toutes les qualités, qui sont nombreuses, y compris cette très 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 belle DA. Faut être tout à fait net, la DA est magnifique. Mais c'est pas exactement le jeu qu'on attendait que ce soit. Mais bon, ça c'est pas la faute du jeu. Et c'est pas exactement le type de jeu qui nous correspond le mieux. Par contre, c'est un jeu qui dispose d'un lore vraiment hyper précis, détaillé, vraiment bien travaillé, d'un gameplay riche, malgré une accessibilité assez marquée également, très accessible. Ouais, c'est vraiment très très cool Arkan Wars, c'est juste que c'est pas exactement un jeu pour nous, quoi, voilà. Et donc en gros vous aurez donc différentes factions, chacune son deck avec des petites tuck boxes, donc les petites boîtes de rangement pour chacune des factions en présence, une très très belle map sur laquelle donc vous allez vous bastonner. Alors là on ne le voit pas exactement mais ici par exemple ou ici vous voyez des petits emplacements où se croisent les emplacements de cartes. C'est vrai que ça manque un tout petit peu de lisibilité de ce point de vue-là, je trouve, mais c'est ce qui rend la carte aussi très très belle, ma foi. Et sachez également qu'il y aura donc bien sûr la liberté de faire un 1 contre 1 libre totalement, sans scénario particulier, mais il y a aussi tout un tas de petits scénarios qui vont venir impacter le setup et également les objectifs qui vous permettront de potentiellement remporter une partie face à votre adversaire. Donc il y a plein de configurations différentes à imaginer, donc ouais, une vraie richesse au niveau de Arkan Wars. Encore une fois, même si j'ai pas été conquis par le jeu, parce que mon profil de joueur ne correspond pas exactement, j'aimerais bien malgré tout explorer encore quelques scénarios pour voir un petit peu comment chacun de ces scénarios va pouvoir modifier la façon de jouer, modifier un petit peu l'approche que les joueurs devront en avoir. C'était assez intéressant malgré tout. Alors, rapidement, on va aller checker les pledges. Alors, vous voyez qu'il y a une deuxième boîte avec encore plus de factions. Celle-là, pour le coup, on n'a pas eu l'occasion de les tester. Une nouvelle map également, donc encore plus d'asymétrie. Et encore une boîte avec des nouvelles factions. Bref, il y a masse de choses à aller découvrir dans cet univers qu'est Arkan Wars. Rapidement, on va peut-être aller checker directement les
pledge. Voilà, c'est ici que ça se passe. 45 €, c'est le pledge ésotérique. Donc une seule boîte, c'est celle qu'on avait nous, enfin c'est la version finale de ce que nous on avait pour notre review, donc 45 €. Sinon, à 75 €, vous avez le pledge Crossroads qui vient ajouter à la boîte de base The Song of Destiny 2, donc la suite avec 4 nouvelles factions. Et puis sinon, vous avez ici le Absolute Pledge à 125 € qui vient ajouter troisième entre guillemets saison, c'est pas une saison, mais une troisième boîte avec encore plus de nouvelles factions, ainsi que les Faction Deck Storage Box, donc une solution de rangement pour le matos, et puis également les sleeves, c'est ouais, un pack de sleeves de protège cartes pour protéger l'ensemble de vos cartes dans le jeu. Pour l'instant, on n'a qu'une seule vidéo en français, mais il y en aura d'autres qui vont venir agrémenter la page de la campagne dans les jours à venir, y compris la nôtre, mais bien sûr, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça n'apparaisse pour aller checker celle que nous avons publiée il y a quelques jours à peine. Voilà, d'ailleurs, on a été agréablement surpris de recevoir un mail de l'équipe de Nothing But Games, de l'IS en particulier, pour nous féliciter de la review, alors même qu'elle n'était pas forcément, comment dirais-je, dithyrambique, on va dire, parce que c'est pas un jeu fondamentalement pour nous, et pourtant il a dit que la review était vraiment très très bien faite, donc on était quand même très content de voir que il existe encore des éditeurs qui peuvent tout à fait accepter une review pas 100% positive, pas 100% dithyrambique, et ça fait plaisir. Pour l'instant, il y a 450 backers sur le projet est donc financé, 68 000 € d'engrangés sur 35 000 nécessaires, 11 jours avant la fin de cette relativement courte campagne. On leur souhaite évidemment tout le meilleur parce que Hurricane Wars, malgré tout, c'est un superbe projet et un projet rondement mené. On continue avec Landmarks of the Lost Atlas. C'est un jeu qui s'apparente très clairement à du 18xx, comme on appelle ça, les 18xx games, les jeux en fait dans lesquels vous allez construire votre réseau de voies de chemin de fer en fait, généralement aux États-Unis, mais ça peut être aussi au Japon, ça peut être en Europe. C'est, je crois, un style de jeu qui s'est développé principalement aux States, je crois. C'est un petit peu une niche dans les jeux de société, mais avec comment dirais-je, un public de fans vraiment avides de ce genre de jeu-là. Et du coup, dans cette gamme de jeux un peu niche, on va dire, eh bien, Railways of the Lost Atlas s'était fait une place assez intéressante, un peu de gateway games, donc de porte d'entrée vers le 18xx, et il revient sur Kickstarter pour une extension intitulée donc Landmarks of the Lost Atlas. Pour rappel, ce premier projet, c'était Railways of the Lost Atlas, était un projet qui était porté par Asterisk Game, qui à l'époque, en 2023, avait financé avec 1500 backers sur un beau petit projet, ma foi, qui sortait un petit peu de nulle part à l'époque, dans cette catégorie de jeux de société un petit peu de niche, encore une fois, je me répète. C'était plutôt un beau succès, et quand on regarde là où on est, la seconde campagne actuellement, c'est 1367 backers, alors qu'elle a commencé il y a 2-3 jours à peine. Autrement dit, on va exploser le résultat de la première campagne, ce qui est toujours très très bon signe en général, c'est-à-dire que le bouche à oreille, ou le clavier à lectorat de BGG, a plutôt très très bien marché, puisque là on va vraiment certainement plutôt s'orienter vers du 3500-4000 backers d'ici la fin de la campagne, à mon avis. Vous avez bien évidemment l'occasion de mettre la main sur le jeu de base, logique, il est ici à 80$. Sinon, vous avez aussi le jeu de base plus l'extension à 118$. C'est cool d'avoir mis l'essentiel des pledges tout en haut comme ça, de manière très claire. Ça évite de chercher les infos beaucoup trop longtemps. Et pour ceux qui auraient déjà le jeu de base, vous prenez l'extension plus un petit Revision Kit, donc un petit correctif, on va dire, le tout pour 38$. Sachez que cette extension va inclure 4 nouveaux modules qui vont ajouter encore plus de variabilité, de rejouabilité, de profondeur de gameplay au jeu, donc Railways of the Lost Atlas. On commence d'abord par les landmarks, donc on aura plusieurs landmarks qui vont venir ajouter de nouvelles couches de stratégie et de variabilité à votre jeu. Pour rappel, les jeux de 18xx, souvent, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, là c'est le cas en tout cas pour celui-ci, c'est un jeu dans lequel la création de la map fait partie du gameplay. Donc le début de partie, l'installation de la map,
c'est un pan du gameplay en lui-même. Et donc avec ce module, on voit ici des parcs 1 et 2 ici, on voit une cascade ici, on voit un canyon ici. Ça, ce sont des ajouts donc de Landmark qui vont ajouter des petits éléments de gameplay un petit peu différents du jeu d'origine. Ensuite, on aura de nouvelles compagnies comment dirais-je, mineures et de nouvelles compagnies majeures. En fait, il faut savoir que vos factions, votre compagnie de chemin de fer, on va dire, dans le jeu, elle se compose toujours de deux mineurs. Ici, on voit Manufacturing et Twin Cities, et d'une majeure, ici, League. Et du coup, c'est cette combinaison de deux mineurs et d'une majeure qui va créer un départ asymétrique. Votre faction sera asymétrique par rapport à celle des autres joueurs grâce à cette combinaison de différentes petites cartes en superposition. Donc il y aura en fait simplement deux nouvelles pour encore plus d'options et de combinaisons, de synergies, etc. On aura aussi le module Metropolitan Transit Department, Guild Free Take That, donc apparemment du Take That, du prends ça dans la tronche. Je ne vais pas chercher plus en détail ce que ça venait ajouter exactement. Et par contre, aussi un ajout intéressant, un petit deck de cartes qui s'apparente à des journaux, qui va ajouter des petits événements au tour par tour qui viennent modifier un peu le cours de la partie, qui vont ajouter des petites modifications de règles temporaires. Ça va être assez intéressant. Ensuite, on va un petit peu le développer de tous ces petits modules que je viens d'égrener. Avec les landmarks, il y en aura 11 types différents qui vont venir ajouter plusieurs petits lots de règles supplémentaires, on va dire. Ensuite, les nouvelles compagnies mineures, on voit ici Circus, Coupling, Manufacturing, Twin Cities, avec chacune leur propre spécificité, leur petite modification de gameplay, on va dire. Par exemple ici les Twin Cities, ils auront deux tuiles de départ, contrairement aux autres les autres usines, les autres compagnies, qui n'en auront aucune par exemple. Ou encore, qu'est-ce que je pourrais vous ajouter encore, Coupling Company, qui vous permettra de faire du split ou des combinaisons de cartes de train, ce qui n'est apparemment pas possible pour les autres compagnies par exemple. Également, nouvelle compagnie majeure avec donc ici Alliance, LLC, League, etc. Donc là aussi, certainement, quelques petits ajouts d'asymétrie de gameplay via les cartes des factions en question, j'imagine. Ensuite, le petit module Metropolitan Transit Department, avec donc, le fameux mécanisme de Take That. Je ne sais pas exactement comment il marche, ça pour le coup. Et puis donc les events, ces petits journaux qui vont venir ajouter des petites modifications de règles en cours de partie, de manière spontanée et momentanée, on va dire. Voilà. C'est pour le coup un 18XX qui, je trouve, est plutôt joli. Je connais pas très bien cette catégorie de jeu pour être tout à fait honnête. C'est pas un truc qui m'attire outre mesure, mais généralement, ça, comme les jeux de guerre, ils ont un design un petit peu particulier qui, moi, m'attire pas outre mesure. Mais là, pour le coup, ce petit c'est quoi, Landmarks of the Lost Atlas, Railways of the Lost Atlas, pour le coup, il a plutôt de la gueule. Alors ça ressemble quand même à un 18XX, mais je sais pas, il y a un petit truc qui fait que je le trouve quand même assez joli malgré tout. Alors pas joli dans le sens habituel du terme quand on parle de jeux de société, mais je sais pas, il a un vrai charme malgré tout. Donc rappel pour les pledges, 118 si vous n'avez rien, si vous voulez le jeu de base et l'extension, c'est 118$. Si vous avez déjà le jeu d'origine, 38 pour avoir l'extension, plus un petit correctif et un mode solo. 80 pour ceux qui voudraient juste le jeu de base, et puis c'est à peu près tout. Voilà donc pour ce qui est de Landmarks of the Lost Atlas. Rapidement, le shipping qui lui se fait par bateau pour le coup et non pas par train malheureusement. Le Canada, ça va de 25 à 28$. Ensuite, pour l'Union Européenne, ça dépend de la zone, mais la zone 1 contient la France et la Belgique que l'on voit ici, ou même encore que l'on voit ici, oui ça marche, et la Suisse, donc vous êtes tous dans la zone 1 a priori, 20-23$ de frais de port, et puis pour nous que sommes au Japon, on doit être à 24-36$, ça picote un tout petit peu plus. Bon, je suis un peu intéressé, je serais très curieux de tester le jeu, mais pas au point d'aller le baquer malgré tout, c'est quand même pas une catégorie de jeu qui m'attire outre mesure. Voilà donc pour Landmarks of the Lost Atlas, 1370 backers, 80 000€ d'engrangés, 18 jours avant la fin de la campagne. Pas encore de VF pour celui-ci, et c'est bien dommage parce que Small Folk, il a l'air d'être très mignon, en plus d'être un jeu qui semble assez intéressant. C'est un jeu qui vous propose de partir un petit peu en voyage vers des contrées mystiques, diverses et variées. C'est pour 1 à 4 joueurs et c'est un tableau builder, donc on va construire son tableau de cartes avec différents types d'actions, de pouvoirs, de compétences qui vont se déclencher. C'est pour 1 à 4 joueurs, c'est relativement familial, c'est pour du 10 ans et plus, donc un jeu très accessible, et pour des parties de 45 minutes approximativement. C'est un jeu qui se veut
Cozy apparemment, et un jeu de tableau building avec quand même pas mal de petits combos à aller imaginer. On a une grande map centrale, et on a masse de cartes. Ce sont des cartes qui viennent illustrer différentes mythologies de par le monde, y compris la mythologie japonaise. Et si vous backez la campagne, vous aurez aussi des petites promo cards inspirées d'autres jeux bien connus, enfin bien connus pour certains, pas très connus pour d'autres. Par exemple, ici, Wingspan, Crown of Ash, All King's Crown qu'on devrait bientôt recevoir, Deep Regress également. Par contre, il y en a d'autres que je connais pas. Diatomes, Master, je connais pas. Cozy Cat Café, on l'a vu récemment sur Kickstarter, tout comme Fame and Fable. Et Chroma Arcana, en fait, c'est le premier jeu de Rock Nest Games avant celui-ci. Donc pour rappel, hein, Chroma Arcana, c'était un très beau jeu de cartes, voilà, ici, qui avait fait un assez beau succès, hein, 1545 contributeurs à l'époque, c'était il y a ça 2 ans, je pense, approximativement. Un peu moins, ça fait 1 an et demi seulement. Ok. Il était très beau Chroma Arcana. Et donc, cette fois-ci, nouveau projet, lui aussi très joli, hein, Small Folk. Donc ouais, ça a l'air d'être assez tentant, parce que bon, ça a l'air d'être vraiment très accessible, hein. On a cette petite map sur laquelle on va se déplacer au cours de notre tour, et on va choper et activer tout un tas de cartes issues donc des différentes mythologies. On a la mythologie, je crois que c'est perse si mes souvenirs sont bons, japonaise, celtique, et j'ai perdu la dernière. C'est écrit quelque part, mais je me suis paumé. J'essaie de retrouver ça rapidement. Alors, japonaise, arabe, celtique et grecque. Ok, voilà. Voilà pour ce qui est des 4 mythologies qui seront mises en avant dans Small Folk. On a bien évidemment une version deluxifiée avec des jetons de bois plutôt que le carton, une pièce en métal, un petit néoprène, etc. Donc des ressources en bois également, si vous voulez deluxifier un petit peu votre expérience. Mais ouais, visuellement, le jeu présente plutôt très bien. On sent qu'il y a plein d'icônes, donc plein de petits combos, plein de petites synergies entre les cartes à aller imaginer. Ça a l'air d'être un jeu accessible et pourtant très sympa, en plus d'être visuellement très joli. On a un pledge de base à 33€, donc le Adventure Pledge, c'est le pledge core pledge, on va dire, le pledge de base, quoi, vraiment, avec le petit pack Familiar Faces, donc le petit pack avec les promo cartes inspirées d'autres jeux. Sinon, on a le pledge Storyteller, qui est un all-in à 68€, là pour le coup, avec donc tous les aimants de deluxification. Et puis on a l'habituel pledge mécénat à 575€. Mais bon, là vraiment ça n'a d'intérêt que si vraiment vous êtes très fan du projet, que vous voulez faire un cadeau, quelque chose comme ça. Ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Reste quand même à mentionner les petits frais de port. Le gameplay, j'ai déjà parlé un tout petit peu du truc, hein. On va se déplacer sur une map, on va activer des cartes, on va j'arrive pas à parler. Compléter, accomplir, je mélange des mots, c'est vraiment affreux aujourd'hui. Des quêtes avec des cartes qui vont nous donner qui vont nous octroyer des pouvoirs momentanés, parfois instantanés mais à usage unique, parfois sur le long terme, ce genre de choses là. Et donc, frais de port, disais-je donc. Sachant que voilà, pour l'instant, il n'y a pas encore de français. Il y a du hollandais, il y a du tchèque, mais il n'y a pas encore de français. Le shipping, pour le Canada, 14 à 17 livres, donc un peu plus que ça en euros. Pour la France, 9 à 12 livres. Pour la Belgique, où êtes-vous, amis belges? Vous êtes en zone 1. Et les Suisses, zone 3. Donc, amis belges, 13 à 15. Amis suisses, 18 à 25 livres de frais de port. Et puis nous, pour le Japon, je pense que c'est la zone 1 de VFI, comme d'hab. Ouais, c'est ça, zone 1 de VFI. Donc, 21 à 27 livres de frais de port. Donc, pour Small Folk, 1240 backers, c'est plutôt un bon résultat. Ça va d'ailleurs faire mieux que Chroma Arcana. Donc je pensais pas. Chroma Arcana avait vraiment de la gueule, donc je pensais qu'il ferait mieux que Small Folk, mais non, Small Folk va apparemment pouvoir tirer son épingle du jeu de manière plus marquée que Chroma Arcana, 21 jours avant la fin de la campagne. Je mentionnais en introduction de la vidéo la possibilité de placer en réalité 4 jeux parmi les desserts et de me limiter à 3 uniquement. C'est celui-ci, Terrorscape 2, qui aurait pu trouver son chemin vers les desserts de la semaine. Mais non, j'ai choisi de le mettre dans les plats principaux parce que en réalité, bon, c'est encore un petit peu de la même chose, mais avec plus de variabilité, on va dire. C'est Terrorscape, c'est un jeu de 1 contre tous, un joueur qui va incarner
un monstre, un tueur quelconque, face à différents héros qui, eux, vont travailler en coopération pour espérer survivre et s'échapper des griffes du monstre. C'est la même chose, c'est juste qu'il y a un peu plus de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, de nouveaux petits mécanismes également, mais on pourrait presque voir ça comme une extension en réalité. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'extension dans les desserts de la semaine en réalité non plus, hein, soyons tout à fait honnêtes. Pour l'instant, il y a près de 2000 backers sur la campagne, c'est sur GameFound. On a déjà 565 000 $ d'engrangés, donc vraiment easy peasy pour le financement. 26 jours avant la fin de la campagne, c'est un jeu qui est comment dire, chouchouté par notre très cher Nyx, notre très saint Nyx, qui adore Terrorscape et qui va certainement avoir backé le jeu Day One, le connaissant. 2 à 4 joueurs pour ce jeu, donc 30 minutes la partie, pour rappel, donc jeu de survie coopératif d'un certain aspect du jeu, et un contre tous de l'autre côté du jeu. Et donc asymétrique, les personnages ayant chacun leurs propres compétences, et il en va de même pour les monstres ou les tueurs qui ont eux aussi leurs propres compétences. On aura le droit à une VF durant la campagne, ça aussi ça fait plaisir. C'est des parties relativement courtes, 30 à 45 minutes la partie, donc un jeu qui se sort assez facilement théoriquement, mais après les boîtes sont tellement costauds qu'au final il n'est pas forcément si facile que ça à sortir. Voici un petit aperçu de la présence sur table. Le jeu est toujours aussi vraiment classe sur la table, avec cette séparation physique avec le bâtiment en plein milieu. Et donc les joueurs qui ont chacun donc leur propre petit plateau et leur mini-map. De l'autre côté, le tueur a la même map d'une taille un petit peu différente je crois, mais du coup l'un l'autre ne peuvent pas forcément voir où se déplace tout le monde, donc ce petit côté un petit peu thrill, un petit peu suspense. Est-ce que le tueur va savoir où on se déplace? Il y a une gestion du bruit que l'on fait quand on se déplace, quand on effectue certaines actions qui vont potentiellement offrir des indices au tueur sur notre position actuelle, sur ces choses là. Et comme dans Terrorscape premier du nom, eh bien, il y aura bien sûr différentes façons d'aller essayer de contrarier les plans du tueur, de s'échapper. Donc il y a plein de synergies à imaginer entre les joueurs, bien évidemment. Je vais essayer de les retrouver très très brièvement. Les survivants, donc ils vont pouvoir s'équiper de différents outils qu'ils vont pouvoir trouver au cours de la partie dans les différentes pièces du bâtiment au cours de leur exploration. Certains de ces joueurs vont pouvoir leur permettre de se guérir, de pouvoir se défendre face à l'assaillant, de pouvoir réparer potentiellement une voiture pour pouvoir s'échapper tous ensemble avec, ce genre de choses là. Il y a aussi un nouveau mécanisme avec ces petites cartes qui nous permettront ou non de trouver le point faible du monstre et pouvoir potentiellement, plutôt que de fuir, l'attaquer de front tous ensemble pour espérer quand même le défourailler, hein, tout simplement, le mettre fin à ses jours. C'est aussi une des façons de l'emporter quand on joue les héros. Voilà. Donc les nouvelles maps, les nouvelles mécaniques. On voit qu'il y a différents moyens supplémentaires de s'échapper, un new way to escape, avec la réparation de la voiture par exemple. Mais attention, si vous essayez de réparer pendant la voiture, ça va faire aussi du bruit et donc attirer potentiellement le monstre. Alors les pledges, le pledge de base est à 85 $ pour Terrorscape 2. Sinon vous avez le gameplay bundle à 170 $ qui vient acheter 3 extensions, donc 3 nouveaux héros à incarner, mais également 3 nouveaux monstres à incarner. On voit une sorte de simili Chucky ici, mais il y aura aussi une sorte de grosse bête. Comment il s'appelait déjà? C'est celui-ci là, j'ai oublié son nom. Wendigo, voilà, qui est une sorte de cryptide d'Amérique du Nord, si mes souvenirs sont bons. On a donc les de Chucky, on a Wendigo, et puis on a ici une sorte de médecin un peu allumé, on va dire. Sinon, on a un Deluxe All-In à 299 $. Alors là, on a la totale, quoi. C'est vraiment. Faut sortir un sacré biston. Mais c'est pas tout. On a aussi le Deluxe All-In, mais avec l'avis sur les miniatures, donc le Sundrop. Et donc ça fait monter l'addition à 344 $. Ça commence à douiller sévèrement.
Voilà, j'ai pas vu le 1. Ah, si, il est là, il a le Terrorscape 1 pour ceux qui l'auraient raté et qui voudraient mettre la main dessus, alors que c'est principalement pour Terrorscape 2 qu'on est là. Bah, c'est quand même possible, hein, 80$ en add-on. Il en va de même pour les extensions du Terrorscape 1 que vous pourrez aussi utiliser, sachant d'ailleurs que Terrorscape 1 et 2 sont compatibles l'un l'autre, hein, donc vous pouvez mélanger un petit peu les plaisirs, bien évidemment. Voilà, voilà. Pour le reste, on va aller voir rapidement les frais de port, enfin, tout petit passage sur les nouveaux héros, les nouveaux monstres ici, avec Roy Condry qui fait un peu penser à Rick Grimes dans Walking Dead, très clairement. Evelyn Mikami, Victoria Hope, Zach Grip, ils ont chacun leurs propres compétences. On voit ici que Zach, par exemple, c'est un mécanicien, elle, c'est une scientifique, donc voilà, ils auront chacun leurs propres petites compétences. Il faudra imaginer des synergies pour mieux pouvoir s'en sortir tous ensemble. Pareil pour les extensions. On voit ici donc l'asile de fou avec le docteur complètement allumé. On a aussi Nightmare, donc la Little Girl et Nightmare. Donc il y aura une sorte de duo, on va dire, une petite fille qui jouera avec un fantôme. Vous allez utiliser les deux personnages pour poursuivre vos victimes potentielles, on va dire. Voilà, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, on a vu l'espèce de Chucky aussi tout à l'heure. Et on va aller checker directement les frais de port. On voit ici le langage, c'est pour le français, ce sera Yellow. Ok, c'est Yellow qui s'occupe de la VF pour Terrorscape. Et donc, pour ce qui est des frais de port, c'est ici que ça se passe. Pour le Canada, 31 jusqu'à 75$ de frais de port. L'Europe, alors il y a deux zones, je pense qu'on est dans la zone 1 en France certainement. Belgique. Oh, France, non, c'est la zone 2. Tiens donc, il y a un éditeur français, mais la France est en zone 2. Ok. Donc 22 à 59 pour les amis belges, 29 à 71 pour les Français. D'ailleurs, j'ai pas fait attention aux Suisses. Je les trouve pas, nos amis suisses, là pour le coup. Bref, pas grave. Pour le Japon, nous on est en Asie zone 2, 29 à 71$ de frais de port. Et ben ma foi, c'est à peu près tout pour Terrorscape 2, le coup de cœur de Nyx, pour le coup, 1873 backers, 566 000$ d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne, et avec une VF qui plus est. Il nous reste donc à couvrir les desserts de la semaine. Le premier, c'est bien évidemment Andromeda's Age Genesis. Cardboard Alchemy revient sur GameFound pour une extension de Andromeda's Edge qui a connu un très beau succès d'Esteam notamment. Hein. Les retours sont excellents concernant Andromeda's Edge. J'ai eu l'occasion de le tester avec Xavier il y a quelques semaines de ça. Et c'est vrai que c'est plutôt très cool. Bon, ça rappelle vraiment son prédécesseur, donc Dwellings of Eldervale. C'est très similaire avec quelques petites différences malgré tout, notamment aussi au niveau du système de combat, on va dire. Mais ouais, ça en fait un jeu encore meilleur selon moi à Dwellings parce qu'un peu plus déterministe, un peu moins hasardeux au niveau des bastons. 5000 backers déjà sur la campagne de cette extension Genesis, 12 jours avant la fin de la campagne. Attention, Andromeda's Edge a une VF via Lucky Duck, mais la campagne pour Genesis n'est que pour la VO. Il n'y a pas de VF dans cette campagne-là, sachez-le. Hein. Et donc Genesis, eh bien c'est toujours pour 2 à 4 joueurs, même si on peut jouer en solo également. Et ça permet de jouer jusqu'à 5, mais j'y jouerai peut-être pas à 5, ça serait beaucoup trop long à mon avis. 40 minutes par joueur autour de la table, nous ça avait fait environ 1h30, 2h avec Xavier si mes souvenirs sont bons, mais c'était ma première partie, donc il fallait un peu plus de temps bien évidemment. L'appréhension sur table, bon ça c'est principalement du Andromeda's Edge, je vois pas trop la différence avec Genesis, mais en même temps, vous allez le voir assez rapidement, en réalité Genesis, ça ajoute pas tant de choses que ça, et c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est une extension qui vient ajouter plein de petits trucs nouveaux, mais sans révolutionner pour autant le jeu, c'est pas une big box énorme non plus. Et pour autant, les retours des créateurs de contenu autour de l'extension semblent être généralement plutôt très positifs. On a donc notamment 3 nouvelles factions, les Precog Hybrids, les Wood Whispers et les Martian Terraformers. Donc 3 nouvelles factions avec toujours
comme dans le jeu de base, un petit peu d'asymétrie. C'est pas énormissime, mais quand même, ça a son impact en termes de gameplay. On a deux nouveaux Riders, donc ces espèces de trucs qui remplacent les monstres de Dwellings of Elturvel. On a The Cube, assez marrant, c'est une sorte de truc qui s'est créé tout seul à base de détritus dans l'espace intersidéral, genre des processeurs, des petites puces électroniques, etc. Ça a formé ce truc-là, The Cube. Et puis, super cool, la Cosmic Frog, la grenouille intersidérale qui bouffe des planètes. Ouais, ça c'est un peu ridicule, mais dans le bon sens du terme. Vraiment, c'est un peu perché, mais il fallait le trouver, c'est assez original. Et aussi, nouveauté intéressante, les cartes de développement qui vont être un petit peu différentes de celles du jeu d'origine, parce que à l'origine, par exemple, les obélisques proposaient tous la même compétence, la même façon de scorer, quel que soit le joueur qui la prend, quel que soit le timing, etc. Là, apparemment, il y aura des résultats un petit peu différents d'une carte à l'autre, si j'ai bien compris. On aura aussi des cartes d'événements qui vont s'ajouter à celles déjà présentes jusqu'à maintenant. Et on aura également de nouvelles régions à aller explorer, un nouveau monument aussi avec le sanctuaire. Donc il y a quelques petits ajouts, mais c'est pas révolutionnaire. C'est pas extraordinairement riche en termes de nouveautés, mais elles ont l'air d'être toutes assez intéressantes et de venir ajouter encore plus de modularité, de profondeur de gameplay. Donc ouais, l'extension elle a l'air d'être vraiment sympa, et en plus de ça, elle a le mérite d'être relativement abordable, et ça vous allez voir assez rapidement, puisqu'on va voir directement les rewards, les niveaux de pledge. Andromeda's Edge Genesis, l'extension, elle est donc à 29$. C'est pas une énorme extension, et donc c'est plutôt abordable, et ça fait plaisir. Sinon, on a aussi le pledge qui est ici, le Andromeda's Edge Fully Operational, 200$. Alors là, c'est une beatbox, hein, du coup. C'est la Deluxe Edition avec des promo cartes. Alors, il y en a une de Galactic Cruise, on y reviendra par la suite, ça c'est pas très important, mais on verra. On a aussi des dessous de table. Ils font toujours ça, Cardboard Alchemy. Je sais pas à qui vraiment ça parle, mais bon, c'est encore un autre sujet. Donc le 199$. Ensuite, donc 29, je l'ai dit pour l'extension. 129 pour que de la deluxification, mais pas le jeu. C'est une tour 2D en forme d'obélisque du jeu, et un tapis de néoprène vraiment très joli, c'est vrai. Mais bon, 129$ pour tout ça, ça me semble très très cher quand même. Des pledges groupés, et puis ici on a le System Overload, 340$. Du coup, ça c'est le pledge qui contient donc la Big Box Deluxe, l'obélisque, les promo cards, le playmat, les dessous de verre, etc., etc. Donc là vraiment c'est extrêmement cher, mais attention, ça contient aussi la nouvelle extension, et puis bien sûr l'extension de la campagne précédente, ça paraît assez logique, mais donc oui, la nouvelle extension est également incluse dans ce pledge, donc 340$ le pledge. Ça fait cher, mais il y a du contenu. Voilà, donc pour le reste, je vais pas trop rentrer trop dans les détails, je vais pas parler plus que ça du gameplay quand j'y pense. C'est un jeu qui mélange plein de mécanismes. On a principalement de la pose d'ouvriers avec un petit twist intéressant au niveau du retrait des ouvriers, parce que la phase de retrait des ouvriers va aussi vous permettre d'activer tout plein de trucs. Donc le retrait des ouvriers, c'est un tour à part entière où vous êtes actif. Il y a aussi de la gestion de ressources, bien évidemment. Il y a un petit peu de 4X là-dedans, même si c'est du 4X léger. L'exploration est assez légère. L'extermination est tout à fait optionnelle. L'extraction de ressources, bon, c'est relativement simple et basique, j'ai envie de dire, mais tout marche très très bien ensemble. Il y a beaucoup de combos à aller imaginer. Il y a plusieurs pistes de scoring également qui font que chacune des parties que vous allez faire généralement seront très différentes. Donc ouais, c'est un jeu vraiment très bien foutu, en plus d'être très très beau. Et pourtant c'est un univers qui me parle pas outre mesure, hein. Vous savez peut-être si vous suivez la chaîne depuis longtemps que les jeux qui se déroulent, enfin qui se placent dans un univers intersidéral, on va dire de l'espace de manière générale, c'est pas un truc qui me parle outre mesure, mais il faut bien reconnaître que Andromeda's Edge c'était très très cool. Et donc je suis peut-être allé un petit peu trop vite, j'ai peut-être passé le truc sans faire attention, mais ouais, il faut savoir que dans la campagne, il y a aussi une collaboration, on va dire, avec la campagne de Galactic Cruise, qui est actuellement encore de campagne sur Kickstarter, et dont on va parler juste après celle-ci d'ailleurs. Et bah, du coup, je suis peut-être passé un peu rapidement, mais ils ont un système de comment dire, collaboration croisée, on va dire, qui fait qu'ils ont chacun
un peu de matos inspiré du jeu de l'autre qui vient s'intégrer au jeu. C'est pas des gros ajouts, hein, c'est genre une faction, quelque chose comme ça, une carte de faction. C'est pas énormissime, mais c'est fun. Il y a quelques campagnes qui parfois font ça et se lancent en même temps et du coup ils essaient de s'entraider un petit peu. C'est marrant, c'est sympa. Mais du coup là je le retrouve plus. Bon, je l'avais vu tout à l'heure, mais bon, c'est pas très important. Au pire, on verra ça avec Galactic Cruise, mais c'est très très peu de matos, hein, vraiment. C'est pas un truc sur lequel on va s'apesantir trop longtemps. Le shipping, pour le Canada, ça va de 15 à 65 dollars de frais de port. Pour l'Union Européenne, donc Belgique, 14 à 20, non, 46. 14 à 46. Et puis pour nous en France, ce serait 15,51. Je dis nous alors que je ne suis pas en France, mais bon, l'habitude. La Suisse, 19 à 63. Et puis pour nous au Japon, 23 à 115 dollars de frais de port. Ça pique un petit peu si vous voulez le all-in. Mais ouais, ceci dit, 25, non, 23 pour l'extension, alors que l'extension elle-même coûte 29. Je sais que Xavier va y aller, mais c'est pas super raisonnable en termes de ratio, j'ai envie de dire. Voilà donc pour ce qui est de Andromeda's Edge Genesis, 5000 backers 12 jours avant la fin de la campagne. Allez, on en parlait à l'instant dans le pledge de Andromeda's Edge. Eh bien le voici, Galactic Cruise, avec donc cette petite collaboration entre les deux éditeurs qui se fait un petit coup de main mutuel en essayant de vous faire cracher un maximum de tunas au passage, puisque pour bénéficier des deux free add-ons, il faudra que vous backiez les deux, sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Et en même temps, ils se font aussi un petit peu de concurrence, parce que la campagne tombe au même moment avec bon, une thématique différente, mais un petit peu similaire, dans le sens où on parle ici d'espace, l'un de manière beaucoup plus belliqueuse que l'autre, hein, Andromeda's Edge, quoique c'est pas forcément toujours belliqueux, mais c'est quand même plutôt encouragé à l'être, on va dire. Et puis Galactic Cruise, où là on parle plus de tourisme dans l'espace également. Et donc on est sur cette fois-ci, encore une fois, une petite offre de add-on gratuit si vous pledgez. Alors pour rappel, hein, c'était le cas aussi pour Andromeda's Edge, mais ici on vous offre pas du matos pour Andromeda's Edge, on vous file du matos pour Galactic Cruise, inspiré de Andromeda's Edge. Donc vous n'avez pas besoin de backer les deux, bien évidemment, hein. Si vous n'êtes pas intéressé par Andromeda's Edge, vous ne backez que Galactic Cruise, simplement vous recevrez un petit peu de matos inspiré par Andromeda's Edge et c'est à peu près tout. Alors donc Galactic Cruise qui revient même devrais-je dire sur Kickstarter environ 1 an et demi je crois après sa première campagne qui avait vraiment beaucoup surpris, puisqu'à l'époque, bon, c'était un primo-éditeur qui sortait un petit peu de nulle part, la campagne avait été annoncée quelques mois auparavant, certes, elle était attendue, certes, c'était pas non plus totalement des inconnus, on va dire qu'ils avaient le soutien de Dranda Games et de Allplay, donc il y a quand même un soutien qui est pas minime, qui est pas mineur derrière eux, hein, faut le savoir, mais quand même 8090 contributeurs à l'époque pour un primo-éditeur, donc c'était un sacré beau succès, fortement inspiré bien évidemment par Lacerda, je pense que ça sautait aux yeux de tous les amateurs de l'auteur portugais, hein. D'ailleurs, il s'était octroyé les services de Yann O'Toole pour ce qui est de la direction artistique, et ça se ressentait bien évidemment, la taille de la boîte est très similaire aussi, la présence sur table est très similaire, les composants, bref, la DA de manière générale fait souvent penser, quand on ne connaît pas le jeu, à un Lacerda, sauf que c'est pas un Lacerda, mais c'est très clairement inspiré. Et donc c'était un très très beau succès à l'époque, et ils reviennent donc cette fois-ci pour une nouvelle extension, parce que oui, il y en avait déjà lors de la campagne d'origine, et cette fois-ci, cette extension, c'est Achievements. Et donc c'est une extension assez amusante, on va le voir en termes de contenu, puisque le contenu lui-même n'est pas vraiment dévoilé, c'est une sorte de petit... c'est pas du legacy, mais disons qu'on va ouvrir et découvrir du matos au fur et à mesure que l'on réussit à accomplir des petites missions, ces fameux achievements. Pour l'instant, on est déjà à 4000 backers 20 jours avant la fin de la campagne, ce qui laisse à penser qu'on va dépasser les 8000 backers de la campagne d'origine, ce qui n'est pas rien non plus. Et c'est vrai que le jeu semble avoir vraiment convaincu ceux qui ont eu l'occasion de mettre la main dessus, puisque le jeu est très très bien évalué sur BG, les backers de la première heure sont vraiment ravis du jeu. Donc il semblerait qu'on est sur un très très bon cru qui a su faire ses preuves, on va dire. Alors, pour rappel, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 90 à 150 minutes,
un poil long, mais pas tant que ça non plus en réalité, et c'est du 14 ans et plus, et en termes de complexité, on est bien évidemment donc sur un truc équivalent à un Lasada moyen, donc du 3 entre 3.5 et 4.0 je dirais, sur l'échelle de BGG. J'ai pas été checké, mais je pense que c'est plutôt vers le 3.8, 4.0, quelque chose comme ça. Donc un jeu assez complexe qui vient mélanger un petit peu du placement d'ouvriers, du développement de votre entre guillemets faction, c'est plutôt une entreprise de tourisme spatial, on va dire. De la gestion de ressources assez poussée, du développement, ça a l'air d'être assez intéressant, de la programmation, on pourrait dire également sur le long terme, de vos actions. Ensuite, continuons, ça on s'en fout un petit peu. Alors, Achievements Overview. Donc on vous donne un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler Achievements, mais vous le voyez, tout est très flouté. Et oui, parce qu'en fait, simplement, on va avoir cet aspect que j'ai tout à l'heure mentionné comme étant semi-legacy. C'est pas du legacy vraiment, c'est pas du tout du legacy, c'est juste que vous allez avoir tout un tas de petites missions. Et la complétion de ces missions va vous octroyer le droit d'ouvrir des nouveaux composants que vous pourrez intégrer à votre jeu de Galactic Cruise, en apportant parfois simplement de nouveaux composants, parfois en ajoutant des petits twists qui vont potentiellement modifier un petit peu votre expérience. Donc ça a l'air de relancer quand même pas mal l'intérêt, la rejouabilité, l'approfondissement de gameplay, nouvelle voie, peut-être vers l'obtention de points de victoire, etc. Ça a l'air d'être relativement intéressant. C'est un peu plus difficile à évaluer quand on n'a pas testé le jeu d'origine, mais si vous l'avez déjà, vous pouvez déjà, j'imagine, entrevoir des trucs assez intéressants. Sachant que vous allez donc compléter ces petites missions qui sont écrites là, potentiellement elles vont vous demander de coller un petit autocollant en dessous qui vous donne encore une nouvelle mission un petit peu plus poussée et directement dépendante des nouveaux composants que vous avez obtenus. Et au fur et à mesure, si vous réussissez la mission que vous venez d'ajouter vous-même, eh bien vous allez pouvoir mettre de sortes de petits certificats directement dans la boîte. C'est assez original, j'ai jamais vu ça par le passé. Et compléter donc ces missions supplémentaires vont vous donner l'accès à des certificats, donc des boîtes encore plus conséquentes avec encore plus de matos dedans qu'on imagine certainement encore plus important, encore plus game changer comme diraient les anglophones à votre jeu d'origine. Donc ouais, ça a l'air d'être super intéressant. J'ai pas vu beaucoup d'extensions jusqu'à présent dans le jeu de société qui proposaient ce genre de choses là, d'ajouter du matos au fur et à mesure. Parfois c'est le cas dans certains jeux de base, mais là, du coup, intégré dans une extension qui ne propose en fait que ça, que des ajouts progressifs d'éléments de gameplay, c'est assez intéressant. Vous avez ici un petit rappel du jeu de base, de ce qu'il propose. Donc vous allez construire, développer votre entreprise de voyage intersidéral, dans l'espace intersidéral. Pour ce faire, donc vous allez tout simplement enclencher tout un tas d'actions. Donc ça va être construire des blueprints, donc des plans de développement de vos vaisseaux. On va dire construire les vaisseaux eux-mêmes d'ailleurs. Ensuite interagir avec différents éléments de marché commun à tous les joueurs pour pouvoir développer plus avant votre entreprise. Vous allez pouvoir ensuite programmer justement vos premiers voyages et ainsi attirer également les touristes qui pourraient être intéressés, qui vont eux-mêmes avoir différentes façons de vous octroyer des bonus, des ressources, ce genre de choses, des points de victoire également. Et puis voilà, ça se développe au fur et à mesure sur une partie quand même relativement longue, mais qui vous offre plein de chemins stratégiques potentiels. Ça fait certainement partie de ces jeux pour lesquels il vous faudra 4, 5, 6 parties pour vraiment commencer à entrevoir toutes les possibilités. Voilà, ensuite le reste c'est beaucoup de blabla de créateurs de contenu autour du jeu, bon, généralement très dithyrambique, on parle un petit peu du mode solo également, il y a des petits playthroughs à aller consulter pour voir un petit peu ce à quoi ça pourrait ressembler, pour ceux que ça intéresse, qui voudraient plutôt voir comment ça se joue. Vous pouvez aussi d'ailleurs le tester vous-même sur Tabletop Simulator mais en anglais, ou encore sur Board Game Arena parce qu'il est disponible également là-dessus, ou encore même sur Tabletopia, ils sont tout simplement partout. Ensuite, les pledge levels. On a donc cette extension Achievements qui vous coûtera 49$. Donc c'est quand même une extension assez costaude, mine de rien. 50$, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de matos à l'intérieur. Ensuite, d'ailleurs, j'ai pas encore noté, mais sachez-le, Super Meeple ça assure la localisation en français pour Galactic Cruise, il en va de même pour cette extension. Ensuite, donc Promising Supervisor, donc l'extension n'est pas présente ici, c'est uniquement le jeu de base au cas où vous l'auriez raté, et donc ça coûte 109$. Alors, je ne sais pas s'il est en rupture ou quoi que ce soit, mais si c'est pas le cas, checkez directement en France, dans les boutiques, etc. via Super Meeple, peut-être plus en vente directe, j'imagine, pour pouvoir mettre la main dessus. Ça vous coûtera moins cher, j'imagine, que de le prendre durant la campagne, mais c'est une option également.
Ensuite, le pledge Emerging CEO, donc à 150$, donc c'est là le jeu de base, plus l'extension Achievements. Et sinon, on peut aussi aller ajouter des extensions préalablement sorties, avec ici Future CEO, 240$, jeu de base, plus donc Achievements, mais également Advancements et Accommodations, deux extensions préalablement sorties durant la première campagne, si mes souvenirs sont bons. Et on va aussi ajouter par-dessus de la deluxification, donc des composants deluxifiés, un tapis de néoprène pour remplacer le plateau central, des protège-cartes, etc., etc. Et c'est pas fini, mais c'est fini quand même, parce que vous allez voir, ici on a le Revered Investor et le Universal Investor, donc deux pledges très très chers, 499$, 699$, parce qu'en réalité ce sont des pledges équivalents aux très célèbres pledges stratégistes de Cheap Theory Games, qui vous proposent en fait l'accès à, comment dirais-je, le contenu qui fait l'objet de la campagne actuellement, plus tous les prochains jeux, toutes les prochaines sorties de l'éditeur. Donc là par exemple vous voyez en 2026 ils sortiront un jeu qui s'appelle Manumin, c'est ça, Manumin. Alors est-ce que c'est un jeu, une extension pour l'instant, on ne sait pas. En 2027 il est prévu qu'il y ait deux autres titres, Excursions et Haven. Est-ce que ce sont des extensions encore une fois ou des jeux à proprement parler? Je ne sais pas non plus, mais vous le recevrez également si vous prenez ça. Et 699, c'est donc la totale pour Galactic Cruise, plus donc les nouveaux jeux à l'avenir également. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas fini, et en même temps c'est fini parce que ces deux pledges là, et ben comme le pledge Strategist de Cheap Theory Games quand ils en font, et ben il est limité en termes de quantité, et les deux sont déjà épuisés, comme vous le voyez ici, à 50 unités pour les deux, c'est quand même beaucoup, d'ailleurs c'est plus que la quantité habituelle de Strategist Pledge de Cheap Theory Games. Bref, ils sont déjà tous partis comme des petits pains dans les premières minutes bien évidemment. Voilà, il y avait un peu plus bas quelques détails supplémentaires concernant Achievements, c'est ici, on va voir un petit peu, donc une première boîte que vous allez ouvrir dès la découverte de l'extension, et ajouter quelques petits trucs par-ci par-là à votre jeu, et à partir de là, en fonction de vos parties suivantes, de ce que vous allez réussir à faire, vous allez donc ouvrir des boîtes supplémentaires, des boîtes même de certificats encore plus intéressantes potentiellement, et en gros, ce sera tous ces composants que vous voyez ici qui seront ajoutés à votre jeu d'origine via l'extension. Voilà, le reste c'est le jeu de base pour les rappels pour ceux qui n'auraient pas backé la campagne d'origine par exemple ou qui ne connaîtraient pas encore Galactic Cruise, sachant que le jeu vient directement avec des game trays, donc un insert par l'entreprise d'insert la plus connue à ce jour qui est Game Trays, le tout pour faciliter l'installation mais également le rangement de votre jeu, et c'est toujours très très cool en général. Les Game Trays c'est vraiment un gros plus, mais c'est aussi un gros plus au niveau du prix par contre. Voilà, du coup on va passer maintenant rapidement aux frais de port. Frais de port c'est ici. Alors bien sûr ça va dépendre du niveau de pledge que vous allez choisir. Si vous ne prenez que l'extension, c'est à gauche. Ici le jeu de base plus extension ou GC Bundle, donc c'est le Galactic Cruise Bundle, donc c'est la totale, le jeu de base, la nouvelle extension et les deux autres extensions plus la deluxification. Et donc en fonction de ce pledge, eh bien vous allez avoir des frais de port assez différents. Canada ça va de 12 à 23$. Union Européenne, ça va de 17 à 25. Pour nos amis suisses, plutôt 22 à 30. Et puis pour nous qui sommes dans le Rest of Asia, 30 à 52$ de frais de port, donc pour ce qui est de Galactic Cruise. Donc pour l'instant, 4000 backers 20 jours avant la fin de la campagne et déjà 350 000€ d'engrangés. On va dépasser, je pense, assez aisément le score de la première campagne. Et on termine cette semaine avec Robo Rescue. Vous vous en doutiez si vous êtes un abonné à la chaîne, puisque très récemment Xavier et moi-même avons publié notre vidéo de review concernant Robo Rescue. Et mardi, on se réunit pour faire la vidéo de gameplay, donc pour vous montrer un petit peu comment ça marche, que ce petit Robo Rescue. Et ma foi, il faut bien constater que pour un primo-éditeur, encore une fois, même si il est soutenu par la maison mère qui est Lamery Games, à laquelle il est affilié, on va dire, eh bien Everland Studio, mine de rien, c'est quand même son premier vrai projet. Il y a 3-4 mois de ça, ils avaient proposé une campagne pour Robo Rescue Origins, qui était en fait une introduction gratuite, comme vous pouvez le voir, un jeu de cartes basé sur l'univers de Robo Rescue pour attirer un petit peu le chaland et ensuite lui montrer le vrai jeu, qui est donc Robo Rescue cette fois-ci. Et donc, mine de rien, il faut bien le dire, 1500 contributeurs quasiment en moins d'une semaine de campagne pour un
primo-éditeur, on va dire, c'est quand même un très beau succès, et déjà 100 000 € d'engrangés 26 jours avant la fin de la campagne, et autant vous le dire, hein, parce que je pense que vous l'aurez déjà vu via la review qu'on en a faite récemment avec Xavier, si Xavier était à mes côtés, il aurait dit coup de cœur de la semaine très clairement. Il a adoré Robo Rescue. Je suis un tout petit peu moins enthousiaste. J'aime beaucoup Robo Rescue, d'ailleurs, il est juste derrière moi, le prototype. J'ai beaucoup aimé et j'aurai vraiment beaucoup de plaisir à le ressortir une fois que nous recevrons la copie finale du jeu, parce que ça devrait être le cas théoriquement. C'est ce qu'on a négocié avec l'éditeur. Et ouais, j'aurais beaucoup de plaisir à voir un petit peu comment il a évolué entre le prototype et la version finale, d'autant plus qu'on n'avait pas tous les composants qui seront dans la boîte finale. Il y aura apparemment un mode solo qui va être assez intéressant, donc ça aussi, mais bon, je suis pas au niveau peut-être du coup de cœur, peut-être d'ailleurs parce que j'y ai joué en vrai. Peut-être que si je n'y avais pas joué, que j'avais juste vu la boîte, l'aspect visuel de la campagne, la proposition qui semble être la sienne en termes de gameplay, peut-être que j'aurais délivré un petit coup de cœur, que j'aurais délivré, c'est un anglicisme, que j'aurais attribué un petit coup de cœur de la semaine, parce que c'est vrai que Robo Rescue, en plus d'être très très bon, parce que oui, il est très très bon, et ben il est très très beau aussi. Et en plus de ça, c'est un jeu relativement facile à sortir, puisque on est sur un jeu à 10 ans et plus, environ 1 heure la partie, un poil plus long si vous jouez à 3-4 joueurs évidemment, mais pas tant que ça en réalité, hein. Quand vous connaissez les règles, après c'est vraiment très très simple à prendre en main. C'est pour 2 à 4 joueurs, même si vous le verrez, il y aura un mode solo. Et donc c'est un jeu de programmation, puisque avec votre petit robot perdu sur Mars, eh bien ce robot-là, vous allez chercher à le faire rentrer sur Terre, parce qu'en fait vous incarnez un ingénieur qui le contrôle un petit peu à distance, sauf qu'ils sont bloqués sur Mars et il faut qu'ils réparent les moteurs de leur navette pour pouvoir ensuite rentrer sur Terre. Et pour ce faire, eh bien, vous aurez différentes factions, pas du tout, différentes façons, je mélange les pinceaux, de réparer vos moteurs. Ici, tout en haut, vous avez 2 pistes avec des petits cubes jaunes. Ça, c'est les réservoirs d'essence, on va dire, comment dirais-je, de carburant. Et si vous en remplacez une, eh bien, vous réparez un moteur sur 4. Si vous remplacez la deuxième, vous complétez un moteur également. Donc potentiellement 2 sur 4 déjà terminés. Mais c'est aussi une monnaie d'échange, parce que oui, quasiment tous les éléments que vous pouvez choper au cours du jeu sont aussi échangeables à la fin d'un tour de jeu. Vous voyez ici sur le plateau les échanges potentiellement que vous pouvez faire au cours de la partie, c'est super intéressant. Vous pouvez aussi compléter ici des, comment dirais-je, vous pouvez reconnecter des prises A avec une prise B, enfin 2 prises A, 2 prises B, pour remettre un petit peu le courant dans le vaisseau, tout simplement. C'est pas forcément très facile, on va utiliser des petits dominos, on va dire, pour compléter ce petit puzzle. Ensuite, on a ici l'obtention de 2 jetons d'énergie, de petits cubes d'énergie qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir, mais du coup, il en faut que 2. Ou encore des petits processeurs ici, il en faudra 4 pour réparer un moteur. C'est un peu plus compliqué aussi, mais un peu moins que ça quand même. Donc différents chemins vers la réparation de vos moteurs, plus ou moins complexes, plus ou moins sur le long terme ou court terme. Et pour ce faire, eh ben, on a donc un jeu de programmation. Vous avez toujours plusieurs cartes en main ici, ça peut être toujours tout droit à droite, tout droit, ou tout droit à gauche, et des combinaisons parfois qui sont possibles à réaliser également dans certaines conditions pour vous déplacer donc sur ce plateau central. Et là vous avez donc différentes actions qui s'offrent à vous, telles que choper des cartes bonus, telles que lancer des dés pour obtenir des câbles que l'on va ajouter ici, telles que ajouter du carburant dans nos réservoirs, ce genre de choses. Là on va pouvoir activer comment dirais-je, j'arrive pas à trouver le mot, dis donc, interrupteurs, ouais, simplement interrupteurs, qui vont nous donner accès à des nouveaux petits tokens qui sont placés par là, pour ensuite les brancher dans un des 4 coins pour choper de l'énergie par exemple. On peut détruire ou déplacer des grosses boîtes qui gênent sur le chemin, ou on peut l'éviter par-dessus également. On peut aussi pousser nos adversaires. Bref, il y a plein de trucs à faire. On peut créer des portails dans des murs pour ressortir de l'autre côté, ce genre de choses là aussi. Bref, tout ça est très très fluide au final, c'est relativement simple à prendre en main, vraiment, à votre tour vous allez jouer plus ou moins 1 voire 3 cartes, grand maximum, accomplir les actions qui s'y trouvent, vous allez retirer les tokens quand vous utilisez l'action, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'actions possibles au final. Il y a des petites cartes ici de compétences qui peuvent remplacer certains tokens que vous obtenez, qui sont vraiment cool aussi. Non vraiment, Robo Rescue c'était une très très belle découverte, une belle surprise. On n'en attendait pas autant que ça, on a été quand même très agréablement surpris, d'autant plus que vous le voyez, le jeu propose un très beau matos. Alors moi par contre je suis juste pas fan du tout de ça.
le repose-vaisseau là, et les vaisseaux en eux sont en carton, le reposoir est en plastique, dans la version prototypale, c'est peut-être pas le cas pour la version finale, mais une fois que vous l'imbriquez 3-4 fois sur le support plastique, le carton il part un petit peu en vrille, quoi. Il est précis pas trop qu'on le manipule sur du plastique comme ça. Bon, c'était encore une version prototypale, je pense que ce sera un petit peu affiné et que ça sera plus efficacement réalisé, que ça évitera de dégrader le matériel au fur et à mesure. On voit un petit peu un aperçu de tous les composants ici. Voilà, les 4 robots. Alors, malheureusement ou heureusement, à vous de voir, pas d'asymétrie dans ce jeu. En tout cas, peut-être qu'il n'y en avait pas dans la proto, mais qu'il y en aura dans la version finale. Je ne pense pas, très honnêtement, je pense pas que c'est un jeu qui en ait besoin, mais c'est vrai qu'on aurait pu apprécier aussi. Peut-être que c'est dans les composants supplémentaires qui seront ajoutés dans la version finale qu'on en aura un petit peu, mais au final, alors elles sont où les cartes en question? C'est pas ici, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-là. Les cartes de Ability, vous partez toujours avec une carte de compétence et différent pour tous les joueurs. Et ça donne un semblant de asymétrie dans votre partie malgré tout. C'est pas imprimé directement sur chacun des robots, mais vous avez chacun une compétence, elle est différente de celle des autres joueurs, et ça va impacter un petit peu votre stratégie de départ, sauf que ces cartes de compétences, vous allez pouvoir les utiliser un nombre de fois limité. Vous voyez ici 4 fois, 5 fois, 5 fois, 4 fois, et donc une fois que c'est épuisé, vous ne pourrez plus le faire, en tout cas pas de cette manière-là. Donc il y a un semblant d'asymétrie, on pourrait dire. Voilà, tiens d'ailleurs notre citation, j'avais pas vu qu'on avait une citation ici, d'ailleurs pourquoi c'est que moi? Pourquoi il n'y a pas Xavier? C'est pas cool. C'est moi qui lui ai envoyé le message avec la citation, mais je pensais qu'il nous mettrait tous les deux. Bon, c'est pas cool. Bon, il y a les ludovores, c'est pas grave. Mais donc ouais, RoboClever, il est aussi malin qu'il est assez accessible, et ça c'est vrai, c'est un super jeu de ce point de vue-là. Ensuite, on a des extensions. Nous, on n'a pas pu les toucher, pour le coup, on ne les connaissait pas. On a 2 petites extensions ici. Ah non, ça n'en a qu'une seule. Non, Expansions, donc il y a bien un S. On voit ici Mischievous Machines. Et la deuxième, je la vois pas, ma foi. J'ai l'impression que c'est qu'une seule et même boîte. Peut-être que c'est le titre qui est ici. Robots Going Haywire. Je pense pas que ce soit ça. Bref, en tout cas, il y a une extension. À moins qu'en fait, ce soit. Non, c'est extension ici au singulier, mais ici au pluriel. C'est-à-dire qu'elle doit être un peu plus bas. J'ai oublié entre-temps peut-être. Ah, ça les petites extensions microscopiques là. Ah, ok. Bon, bref, il y aura une extension principalement ici qui vous permettra d'accéder au mode solo qui va ajouter tout son lot de petits composants supplémentaires. Et là, pour le coup, on ne sait pas, nous, avec Xavier, ce à quoi ça correspond, mais les composants supplémentaires sont très très cool. Et apparemment, si mes souvenirs sont bons, il y aura un campagne. C'est ça, c'est mode solo en campagne. Un petit peu à la Keystone, j'aime bien ça. Le fait qu'il y ait une sorte de petite campagne légèrement scénarisée qui va venir ajouter des nouveaux composants, des nouveaux requis, des nouveaux prérequis pour compléter telle ou telle mission et continuer ensuite l'aventure. C'est peut-être aussi un très bon moyen de découvrir le jeu. Donc ouais, j'ai très très hâte de le tester si j'en ai l'occasion un de ces jours. Donc ouais, vraiment très très cool. Des petites micro-extensions que l'on voit ici, un Scavenge Protocols qui vient ajouter des missions, des challenges que vos robots pourront accomplir pour gagner de nouvelles ressources par exemple. Ou encore on a la micro-extension Enhanced Abilities qui va donner des compétences supplémentaires un petit peu différentes, potentiellement plus puissantes, plus excitantes, mais avec un nombre d'utilisations beaucoup plus limité. On voit d'ici du 2, du 3 grand maximum. Ça peut être super intéressant aussi pour renouveler un peu l'expérience. Et donc les pledge levels, on a le pledge de base à 56$ qui de base est de luxifié. Et ça c'est plaisant, il y a un seul vrai niveau de pledge qui est celui-ci. Après vous avez un 75 qui vous donne accès aux 4 boîtes du jeu précédent, donc dans l'univers de Robo Rescue, donc le Robo Rescue Origins. Bon, c'est pas forcément le plus intéressant selon moi. Sinon, si vous voulez aussi l'extension, vous avez ce pledge là, donc avec Mischievous Machines, 84$. Et puis, si vous voulez la totale, c'est 99 en gros, mais c'est assez straightforward, comme diraient les anglophones. C'est assez facile à suivre en termes de niveau de pledge. Donc 56 le jeu de base, 75 avec les boîtes de Origins, les 4 petites boîtes que l'on voit ici. Le jeu a pas l'air révolutionnaire. Peut-être qu'il est sympa, je sais pas, mais je m'en passe assez facilement. Ensuite 84, le jeu plus Mischievous Machines. Et ensuite Ultimate Rescue à 99$ pour avoir le jeu, l'extension, les petites boîtes de Origins et puis les 2 petites extensions supplémentaires également, donc pour ce qui est d'un all-in qui vous coûtera donc 100$.
Dans quelques jours, on devrait avoir notre propre How to Play dans la page de campagne, donc si elle n'est pas encore là au moment où vous checkez cette vidéo, elle ne sera pas là, de toute façon, parce qu'on se voit mardi pour l'enregistrer, eh bien checkez la page de campagne régulièrement ou la chaîne YouTube des Ludovores, et vous en aurez un aperçu un peu plus concret. Voilà, je passe pas plus longtemps sur le How to Play en réalité, puisque vous l'aurez sur la chaîne, et en plus de ça, j'ai déjà expliqué une grande partie du gameplay. Des Français sont recrutés pour faire une VF, disons, fan-made, mais en même temps, ils négocient avec différents éditeurs pour essayer de voir si une VF, une localisation en VF est disponible, tout comme pour les autres langues d'ailleurs, mais a priori, à minima, il y aura une VF fan-made par des backers. Voilà, donc notre vidéo est ici, éventuellement pour ceux qui voudraient aller la voir, notre vidéo de review qui marche pas trop mal, mais sans plus, quoi, on va dire. Ensuite, shipping, tiens, pourtant j'ai... Ah oui, d'accord, c'est ici. D'accord, on va avoir une sorte de petit tableau Excel, j'imagine. Voilà, c'est bien ça. Donc ça dépendra de votre niveau de pledge, bien évidemment, c'est bien illustré pour le coup. Canada, 24 jusqu'à 29 $. Europe, si vous êtes en Belgique ou en France, c'est de 21 à 25 $ de frais de port. Pour nos amis suisses, c'est 25 à 31, un poil plus cher. Et pour nous au Japon, 15 à 19. C'est plus abordable pour nous au Japon pour le coup. Donc voilà ce qu'il en est de Robo Rescue, un beau petit projet visuellement déjà, et en plus derrière ça, derrière ce bel apparat, il y a un très bon jeu, très accessible, mais assez stratégique, qui vous fera quand même utiliser pas mal vos neurones. 1500 backers quasiment au moment où je vous parle, 100 000 € d'engrangés, 26 jours avant la fin de la campagne. Et du coup, c'est tout pour ce numéro 193, 14, j'ai oublié, du menu crowdfunding. J'espère que vous aurez su trouver des projets qui vous donnent envie, qui vous font baver un petit peu, qui dressent la tulipe à 90 degrés. Bref, j'espère que vous aurez trouvé des jeux alléchants. On se retrouve très prochainement pour d'abord le let's play, le gameplay vidéo de Robo Rescue avec Xavier, mais également mercredi tout de suite là qui vient pour la suite du top 50, donc cette fois-ci les positions 20 à 11. Là, on rentre vraiment dans le dur, ça va commencer à être vraiment difficile de faire la sélection, et puis pour le menu crafting la semaine prochaine encore une fois, bien évidemment. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, j'arrive pas à parler, portez-vous bien, portez bien vous, ça veut rien dire. Jouez bien, bien évidemment. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, je crois. Hein. Voilà. Allez, à la prochaine.